Samedi 27 avril 2019, mesdames, messieurs, bonjour, voici les titres du journal. La terre nourricière est en danger. Le changement climatique constitue l'une des plus grandes menaces. Pour s'adapter, un changement de comportement s'impose. Georgina Adjanoron est une femme entrepreneur. Elle s'est spécialisée dans la production du champignon frais, une culture qui réclame des savoir-faire très spécifiques. Rien de tel qu'un bon livre pour vous évader dans le paysage littéraire actuel. Le livre papier et le livre numérique cohabitent. Quelle est la préférence des lecteurs? Les avis divergent. Merci de votre fidélité. La terre est la source de toute existence, mais elle est de plus en plus dégradée et l'homme en est le seul responsable. Il est donc important de sensibiliser les populations sur l'importance de préserver cette terre. Ceci implique l'adoption de petits gestes dans un contexte lié au changement climatique. Patrice Sagbo, naturaliste, donne quelques astuces au micro de Amitié Sagwidi et Rebecca Adjinakou. La terre est sujette à beaucoup de pollution. On geste beaucoup de dégestions qui ne sont pas adaptées. C'est l'homme qui fait tout ça là. Le pauvre n'est pas épargné et le riche aussi n'est pas épargné. L'exemple, c'est le cyclone Idaï qui a eu lieu au Mozambique, dans ces pays africains là, et qui continue encore d'avoir cours avec beaucoup de décès. Où est-ce que nous allons avec ça? Dans les maisons, il faut commencer par utiliser moins de charbon. Il faut commencer par utiliser moins de bois. Il faut trouver des alternatives pour la cuisine. Par exemple, le gaz, le biogaz. Est-ce qu'on est obligé toujours de construire des maisons ou des chambres qui seront utilisatrices de beaucoup de climatisation, de beaucoup d'énergie? Non, il faut savoir construire autrement pour que l'air rentre. Ensuite, l'éducation à la base, c'est ce que nous devons promouvoir. Lorsque nous avons des enfants, ce n'est pas à l'école que les enfants iront acquérir les bonnes habitudes. C'est à la maison qu'il faut commencer par leur dire, si tu utilises mal la terre, c'est toi qui vas en souffrir demain. Donc les bonnes pratiques, c'est à la maison qu'il faut commencer par inculquer aux enfants. Les COP, là, ces réunions annuelles ou bien biannuelles, c'est toujours pour sensibiliser de manière consensuelle, pour dire réduisez vos mauvaises pratiques. Et lorsque vous réduisez les pratiques ici, ça peut avoir des impacts positifs ailleurs. Espérons que les consciences gagnent tout le monde. Nous devons nous rendre compte qu'il n'y a qu'une seule planète pour tout le monde. Et comme les gens le disent, la Terre n'appartient pas à l'homme, c'est l'homme qui appartient à la Terre. Elle est partie d'une idée pour aboutir à du concret. Georgina Adjanoron n'y a pas seulement réfléchi, mais elle a mis en place son entreprise de production de champignons. Pour elle, la réussite était une évidence puisqu'elle n'a jamais pensé à l'échec. Aujourd'hui, elle produit par an plus de 3000 kg de champignons frais. Allons à la découverte de cette femme d'exception avec Mathieu Sokenou et Estelle Pazou. Un arrosage fait à distance, c'est déjà bon. Ce matin encore, Georgina asperge ses champignons, exercice qu'elle fait tous les jours dans sa championnière pour s'assurer qu'ils poussent bien. Finie cette étape, elle procède à la récolte des champignons déjà à maturation. Comme vous voyez, nos champignons sont matures et ils sont maintenant prêts pour être récoltés. Donc pour les récolter, nous tordons juste la base comme ça. Voilà, et ils se détachent de leur substrat. Georgina est nantie d'un master en normes et qualité des produits agroalimentaires, une formation qui la conforte dans son choix d'entreprise. J'ai la formation qu'il faut, j'ai l'expérience qu'il faut en matière de production de champignons. Pourquoi, au lieu de produire le champignon toute seule, je ne peux pas faire former des personnes qui vont produire le champignon avec moi et qui vont me permettre de pouvoir avoir une quantité raisonnable pour assurer la disponibilité de nos champignons dans les rayons des supermarchés. Donc c'est là que l'idée m'est venue de pouvoir monnayer cette connaissance-là. Et depuis, elle travaille avec un groupe de producteurs formés par ses soins.
En l'espace d'un mois, elle produit 270 kg de champignons frais, soit 3240 kg par an. Une réussite dont elle n'avait jamais douté. Au début, moi, j'étais déjà sûre qu'on peut créer son entreprise à partir de 0 francs. Quand vous avez une idée qui est potable, une idée qui est rentable, une idée qui donne de l'argent, vous n'avez pas besoin forcément d'avoir un gros investissement avant de commencer. Donc pour moi, c'était mon idée et effectivement, j'ai vu que j'ai pu commencer mon entreprise, démarrer mon entreprise assez tôt grâce à cette idée-là que j'avais en tête. Une idée qui a germé et prospéré, non, sans difficulté. Il faut être vraiment courageuse et avoir la tête sur les épaules. Quand je dis la tête sur les épaules, c'est-à-dire savoir là où on va et être vraiment passionné par ce qu'on fait. Parce que le chemin est jonché de beaucoup de difficultés. Se faire former, avoir confiance en soi et surtout savoir convaincre sur son idée d'entreprise sont pour Georgina les clés pour la réussite. Et c'est d'ailleurs à ça qu'elle invite toutes les femmes qui en ont les capacités et qui pourtant n'osent jamais le premier pas. Parlons maintenant culture. Le monde livresque, le 5e A, bâtit de plus en plus sa place dans l'univers numérique. L'Internet, loin de constituer uniquement un canal de distraction, est utilisé par les jeunes pour les pauses lecture et des recherches. Pour certains, le livre en ligne n'est pas souvent pratique. Quelle est donc la préférence des jeunes lecteurs, livres physiques et livres en ligne? Le reportage est signé Bernol Djogbe et Rebecca Adinanko. Le livre est un assemblage de plusieurs feuilles servant de support à un texte manuscrit. Depuis des millénaires, il a permis d'améliorer la qualité d'accès et de portabilité de l'information. Pour cette qualité qui lui est intrinsèque, lire des ouvrages est on ne peut plus une nécessité. Recommandé dès le bas âge, pour ceux qui s'y adonnent, le résultat est souvent concluant. La lecture, pour moi, c'est une passion parce que depuis le bas âge, j'aime la lecture, j'aime lire. Ça fait voyager aussi la lecture. La lecture permet d'abord de se cultiver, de se distraire, mais c'est également de développer sa capacité intellectuelle à réfléchir et à faire des analyses. Dans la perspective de faire du monde un village planétaire, le livre n'a cessé sa mutation. Du papyrus au parchemin, du parchemin au papier au livre, l'ère du numérique apporte sa touche particulière. Le livre numérique. Le livre, c'est un outil pédagogique de premier plan. Nous avons 2 types de livres numériques qui sont les livres sur tablette, plus adaptés aux individus qu'aux institutions, et les livres numériques en ligne qui ont un niveau hautement scientifique, qui permettent la recherche et qui sont adaptés aux universités. Les livres physiques sont ancrés dans les habitudes. Nonobstant l'utilisation quotidienne des smartphones, l'emploi des livres numériques tarde à être adopté chez certains. Je n'aime pas les livres en ligne. Pour moi, c'est une sorte de distraction. Mis à part les histoires et leçons de vie dans des groupes, sur les réseaux sociaux, je préfère lire les livres de vue. J'aime les livres physiques parce que ça me permet d'être un peu plus concentrée. Et la luminosité des écrans ne m'arrange pas trop quand je fais la lecture en ligne. Quand j'ai les bouquins devant moi, je suis non seulement concentrée, mais je peux également souligner les mots, aller chercher les sens, garder et revenir encore lire. Mais sur les écrans, ce n'est pas trop pratique pour moi. Pas trop pratique, certes. Pour certains, c'est une évidence. Aujourd'hui, on est à l'ère de la mondialisation. C'est ce qu'aiment les jeunes. La littérature en ligne pour lire. Par exemple, moi, ce que moi je fais, les livres en ligne. Et je vais aussi dans les librairies. Même si les livres électroniques existent, les livres physiques demeurent et s'imposent. Leur emploi conjoint ne peut être qu'un atout. Hors du Bénin, la Côte d'Ivoire va bénéficier d'un financement de 329 millions d'euros de la Banque africaine de développement, soit environ 214 milliards de francs CFA, pour la construction du 4e pont d'Abidjan. L'accord de financement qui vient d'être ratifié par les autorités permettra de poursuivre la mise en œuvre du projet d'aménagement urbain de la ville d'Abidjan. Prévu pour relier les communes de Yopougon et du Plateau, le nouveau pont va permettre de renforcer les fonctions urbaines du district
l'industrie autonome d'Abidjan. Lancée à la fin 2018, la nouvelle infrastructure devrait désengorger la circulation de l'une des plus grandes villes d'Afrique tout en renforçant sa capacité routière. Le Rwanda salue le vaccin contre le paludisme actuellement en phase d'essai dans 3 pays africains, à savoir le Ghana, le Malawi et le Kenya. Selon les autorités rwandaises, c'est une bonne nouvelle pour le monde. Toutefois, il joue la carte de la prudence pour ce stade d'essai du vaccin. Domina Nyangmurije a 3 enfants. Elle s'est rendue avec ces derniers au centre de santé de Kinyinya, en district de Gasabo, pour des tests de dépistage du paludisme. 2 parmi ces enfants ont été diagnostiqués comme étant atteints de la malaria. Domina a reconnu que personne dans sa famille n'utilisait des moustiquaires. Arabi a pu constater également que de nombreuses personnes qui se trouvaient dans ces centres de santé étaient atteintes du paludisme. Parmi plus de 15 000 personnes recensées au centre de santé de Kinyinya au cours de l'année dernière, 3 800 étaient atteintes du paludisme. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, a récemment lancé des essais cliniques d'un vaccin anti-paludique dans plusieurs pays africains tels que le Malawi, et dans un avenir proche, le vaccin sera testé au Kenya. Les responsables au niveau du centre biomédical du Rwanda, RBC, en sigle et en anglais, se réjouissent de telles avancées. Ce serait une bonne chose pour le Rwanda en particulier, car un tel vaccin réduirait le coût des médicaments et des moustiquaires destinés au traitement et à la prévention du paludisme. Cela signifierait que tous les enfants qui tombaient malades seraient exempts de la maladie. C'est une bonne nouvelle pour le Rwanda et le monde en général. Entre 2012 et 2016, le nombre de cas du paludisme au Rwanda a quasiment quadruplé et les mesures prises pour remédier à ces problèmes ont ensuite permis de réduire considérablement ces chiffres, car l'année dernière, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, rapportait que le Rwanda et l'Éthiopie avaient enregistré des réductions les plus importantes. Des hauts responsables au ministère de la Santé du Rwanda ont toutefois tenu à préciser que ces vaccins antipaludiques étaient toujours à un stade expérimental. Nous sommes toujours en train d'analyser les processus pour déterminer jusqu'où cet essai est allé et quels sont ses avantages. Si nous les trouvons bénéfiques, alors nous aussi, nous rejoindrons le programme. Chaque année, le paludisme tue plus de 400 000 personnes dans le monde et la moitié de la population mondiale se trouve menacée par la maladie. Et ce sera tout pour ce journal. Je vous retrouve à 19h45 pour l'édition du soir.